merci déjà à l'équipe de l'OPI, bien sûr merci, à Bernard Cherubini, à Alexandre pour leur invitation. J'avais déjà eu l'occasion de faire quelques, interventions ou autres pour l'OPI, donc je suis très heureux de continuer encore. Surtout que c'est une période un peu particulière pour moi, pour tout vous dire, parce que je soutiens ma thèse le 12 juin. Donc, on est, à quelques semaines et je suis très heureux de pouvoir revenir sur ces enjeux qui me tiennent particulièrement à cœur. Alors je vais y revenir de manière, très, très peu juridique, et très générale. C'est un choix que je voulais faire, quand Alexandre m'a parlé de ce terme, de ce sujet, pardon, avec en fait, une intervention qui sera sans doute donc plus philosophique que juridique sur, cette idée de revenir sur le principe même d'un recours à des techniques numériques de traçage. Alors en fait, il manque un peu un terme dans mon titre d'intervention, hein, c'est le recours aux techniques numériques de traçage en contexte épidémique, hein, dans la situation, de la Covid-19 sur lequel je vais revenir. Finalement, en assez droite ligne avec les interventions précédentes, qui ont abordé certains enjeux, même si moi ce sera plus sur le du point de vue politique, en tout cas de la philosophie politique. Alors, qu'est-ce que j'appelle technique numérique de traçage, déjà? Alors sur le terme traçage, il me semblait intéressant et c'est pour ça que j'ai voulu l'utiliser, parce qu'il a beaucoup été utilisé dans le contexte de la crise sanitaire, dans une dimension qui se voulait quasiment neutre, hein, dans un synonyme de suivi. On parlait de contact tracing, alors ce qui a d'ailleurs été traduit plutôt par suivi des cas contacts, hein, mais en fait, c'est au sens du traçage. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un terme qui a plus été utilisé en anglais, hein, une fois de plus, avec le contact tracing ou qu'on connaît aussi, quand on navigue sur internet avec le tracking, des avec les cookies notamment, mais qui est peu utilisé dans sa traduction traçage parce qu'il y a une connotation un peu négative, avec l'idée d'une surveillance de l'individu, d'une influence de son comportement. C'est un terme qui a été un peu évité par les pouvoirs publics, donc c'est pour ça que c'était un terme qui me semblait intéressant de remettre, sur le devant de la scène. Ce traçage, il s'est réalisé, ici, notamment, pas uniquement, mais notamment dans le cadre de la crise sanitaire par des techniques numériques. Là aussi, techniques numériques au sens le plus large possible, hein, c'est-à-dire à chaque fois qu'on a utilisé, l'outil informatique, le traitement de la donnée, le chiffre, hein, pour revenir à l'étymologie même de numérique, dans, le suivi de cette épidémie. Alors pour revenir rapidement, hein, et pour se remettre en tête, les choses, même si, j'imagine que personne n'a oublié, en France, c'est essentiellement, alors plusieurs choses. D'abord l'application Stop Covid, qui a été lancée dès juin 2020, hein, donc quand même dans les premiers mois, de l'épidémie, pour aider à limiter la propagation du virus, hein. Donc pour rappel, l'application utilisait, au départ uniquement ça, hein, uniquement la technologie Bluetooth pour détecter les contacts à proximité et avertir les utilisateurs en cas d'exposition à une personne, infectée. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, en mars 2021, il y a eu la mise en place du système de QR code, rappelez-vous, hein, pour le traçage des contacts dans les lieux publics, dans les restaurants, les bars, les cinémas, les musées. On devait scanner un QR code à l'arrivée, hein, ou alors on pouvait aussi le faire sur papier, mais il y avait la possibilité de scanner un QR code, pour fournir les coordonnées, et être contacté, en cas de besoin. Le traçage numérique, c'est pas uniquement, Stop Covid, hein, c'est aussi, les bases de données qui ont été mises en œuvre. 3 bases de données majeures, à mon sens. D'abord Contact Covid, donc qui a été le fichier, suivi, par, l'assurance maladie, pour le suivi des cas contacts. Fichier donc qui a été créé dès le début de la crise sanitaire, on va y revenir et qui, est, ça y est, achevé puisque le fichier a été supprimé le 31 janvier 2023 avec la fin du suivi, des cas contacts par l'assurance maladie de manière, systématique. Un autre fichier, c'est, le fichier SIDEP, le fichier, des tests. Lui a été mis en place en même temps que Contact Covid, et lui est toujours en activité, il est toujours rempli par les laboratoires. Sa fin est prévue pour le 30 juin, donc on est en train de vivre a priori les dernières semaines de ce fichier. Et enfin, un troisième fichier qui a été, par la force des choses mis en place un peu plus, tardivement, c'est le fichier, SI vaccin Covid, qui lui évidemment a été mis en place qu'en décembre, 2020, hein, avec l'apparition du vaccin, et qui pour le coup n'a pas de fin prévue pour le moment, est toujours, en activité. Donc, en plus de Stop Covid, en plus des QR codes, en plus de ces bases de données numériques, il me semble que ces dispositifs de traçage, c'est aussi, les petites expérimentations qu'il y a eu plus ou moins, légales, d'ailleurs on pourra y revenir et peut-être que Cassandra y reviendra surtout dans son intervention, sur, les caméras de vidéosurveillance, hein, qui ont pu être utilisées par exemple dans le métro parisien pour vérifier le port de masque ou l'usage des drones par la préfecture de police de Paris, notamment, qui, a fait l'objet de nombreuses décisions juridiques sur lesquelles je ne reviens pas, mais voilà, ça a pu être, utilisé. Alors la France n'a pas du tout eu l'apanage, hein, de ces outils, au contraire, hein, à l'étranger, ça s'est encore plus développé, à gros traits et simplement parce que, voilà, je vois le temps qui défile. Évidemment, les 2 pays qu'on peut citer qui étaient peut-être le plus en pointe
sur ces technologies, c'est la Chine et la Corée du Sud. La Chine avec l'application Health Code, qui était une sorte de super, stop Covid, hein, beaucoup plus intrusif et beaucoup plus puissant, avec notamment une obligation de scanner le QR code à chaque lieu public, fréquenté, avec une validation type feu vert, feu rouge pour pouvoir, entrer dans le lieu. Et la Corée du Sud avec, là, un suivi très, très, intrusif des personnes infectées, notamment, à base de géolocalisation, ce qu'on n'a pas eu en France, hein, de géolocalisation, des, personnes, contaminées. Alors, tous ces dispositifs-là, je vais pas tant les questionner, techniquement, parce que déjà j'ai pas les compétences techniques pour le faire, ni même juridiquement vraiment, mais ce qui m'intéressait, c'est plus, est-ce que ces dispositifs techniques, étaient nécessaires ou est-ce qu'il s'agissait d'un choix parmi d'autres? Alors pour ça, il faut d'abord revenir sur le terme de nécessité, qui est un terme vraiment intéressant et qui a été beaucoup employé dans la crise sanitaire, hein. Beaucoup de discours politiques ont justifié, l'outil notamment de ces techniques numériques de traçage. On pourrait penser au confinement aussi avec le nom de nécessité, hein. C'est un terme qui a été utilisé très régulièrement par tous les acteurs publics, au cours de la crise. Alors la nécessité, hein, de manière très générale, c'est l'état des choses qui ne peuvent pas exister. Donc ça s'oppose à la simple possibilité, hein. Ce qui est possible n'est pas forcément nécessaire. Ça s'oppose aussi à l'impossibilité. Ce qui est impossible ne peut pas être nécessaire. Et ça s'oppose à la contingence, c'est-à-dire ce qui pourrait exister, mais ce qui n'existe pas nécessairement. Ce qui est intéressant, c'est que la nécessité, on en a une acception, morale, hein, c'est-à-dire qu'on peut considérer que quelque chose est moralement nécessaire, alors qu'en fait, on pourrait considérer qu'ici, c'est un mauvais usage du terme. Parce que ce qui nous apparaît nécessaire moralement, ça relève plus d'une obligation qui se distingue, d'une contrainte, parce qu'il est toujours possible de ne pas le respecter. Par exemple, je peux considérer qu'il est, nécessaire moralement, d'être poli ou de, considérer, l'autre comme un véritable individu, pas comme un objet, c'est nécessaire moralement, mais pour autant je peux ne pas le respecter. C'est plus une obligation morale, une exigence, qu'une véritable nécessité. La nécessité, elle est aussi très connue du juriste, hein, là aussi, je j'y reviens pas, on pourra, en discuter si vous le souhaitez ensuite. Mais la nécessité, elle est présente dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, hein, lorsque l'article 8, dispose que le législateur ne peut ériger que des peines strictement et évidemment nécessaires. La nécessité, c'est aussi un concept qui est utilisé par la Cour européenne des droits de l'homme, au prisme de son contrôle de proportionnalité et de nécessité des atteintes. Là aussi, hein, elle vérifie en fait que les ingérences dans la vie privée ou dans les droits et libertés fondamentaux sont nécessaires, donc on retrouve encore ce terme. Pour autant, même pour le juriste, là aussi on pourra en discuter, il me semble que c'est quand même une notion fourre-tout et peu claire par excellence, hein. On ne sait pas vraiment ce que c'est la nécessité, on ne sait pas vraiment par rapport à quoi on la vérifie, on ne sait pas vraiment si ça distingue de la proportionnalité. Pour certains oui, pour d'autres non. Pour certains, c'est une étape du contrôle de proportionnalité, pour d'autres, c'est carrément autre chose. Donc, il y a une forte ambiguïté sur cette notion. Néanmoins, je vous propose là, de faire 3 constats, 3 propositions de constats en tout cas, à partir duquel, je vous propose ensuite quelques, pistes de réflexion. Premier constat, c'est ce que je vous disais quand je vous définissais déjà le terme, il n'y a pardon, de nécessité au sens fort du terme, que dans les matières techniques ou les constats scientifiques. Par exemple, effectivement, il est nécessaire que l'eau bout à 100 degrés dans les conditions de pression normales. Ça effectivement, ça relève de la nécessité, ça ne peut pas être autrement dans les conditions, une fois de plus, expérimentales, habituelles. Or, lorsqu'il s'agit de choix moraux ou politiques, la nécessité n'existe pas. Si ce n'est pas une nécessité, c'est un choix, et comme tout choix, il peut être contesté, et même en démocratie, doit être discuté au nom de son bien-fondé, sans disqualification préalable d'une position ou l'autre. Je dirais même plus que la démocratie doit reposer sur une épistémologie faillibiliste, hein, il faut prouver, que les choses sont fausses, qui reconnaît que nul ne peut se prévaloir de l'absolue certitude d'avoir raison, pour imposer aux autres sa conception du bien commun, et donc nul ne peut se prévaloir de quelque chose qui serait nécessaire. Deuxième constat, lorsqu'il s'agit de protéger les libertés ou l'équilibre démocratique, la nécessité, c'est une notion très ambivalente et même contradictoire. Parce qu'elle peut congédier le débat en s'imposant. Si on considère que quelque chose est nécessaire, alors on n'a pas à en discuter et ça s'impose. Par exemple, il était nécessaire, au dire des politiques, de mettre en place le pass sanitaire et la nécessité a fait que ça s'est imposé. Ou au contraire, on peut, dans une logique plus proche celle de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, considérer que toute ingérence n'est légitime que si elle est nécessaire. Et là, ça devient un principe limitatif. Donc c'est finalement à la fois un principe justificateur qui va même congédier tout débat, et en même temps, c'est un principe limitatif qui va faire qu'on ne érige des ingérences que lorsqu'elles sont nécessaires, et c'est le sens vraiment de l'article 8 de la DDHC, quand il dit en matière pénale, il faut uniquement des peines strictement et évidemment nécessaires.
Et enfin, troisième constat, dans une société, la nécessité se construit, donc là dans le sens moral et politique, qui est évidemment le sens qu'on va retenir ici, se construit toujours par rapport à un objectif. Elle est relative à quelque chose. Et finalement, du coup, en ce sens, elle correspond à un certain rapport d'adéquation. Elle impose de définir cet objectif et de connaître les résultats de l'objet par rapport à celui-ci dans un rapport d'efficacité. Dit autrement, quelque chose d'efficace n'est pas forcément nécessaire, si on peut faire autrement, notamment, mais quelque chose d'inefficace n'est jamais nécessaire. Donc la question de l'efficacité se pose nécessairement. À partir de là, et ces constats généraux, je vous propose de soulever quelques questions qui vont plus être des questions que des réponses. Une fois de plus, mon intervention se veut plus générale et poser des questions qu'apporter véritablement des réponses liées à la crise sanitaire. Si on garde ce prisme, une fois de plus, de nécessité au choix quant aux outils qui ont été mis en place. D'abord, comment ces outils ont été mis en place? Dans quel contexte démocratique? Dans quel contexte juridique ils ont été mis en place? Alors, pour rappel, entre mars 2020 et juillet 2022, il y a eu 11 lois devant le Parlement sur la crise sanitaire, mais une seule, en fait, parlait véritablement des techniques numériques de traçage. C'est celle du 11 mai 2020, donc intervenue relativement tôt, puisque c'est la seule, en fait, qui mentionne SIDEP et Contact Covid, donc qui crée les bases de données. Et ensuite, tout le reste, c'est fait par voie réglementaire, avec les décrets alors, du 12 mai 2020 d'application sur SIDEP et Contact Covid, puis du 29 mai 2020 sur Stop Covid, puis du 25 décembre 2020 sur SI Vaccin Covid. Il y a eu d'autres ensuite actes réglementaires, notamment sur tous anti-Covid, sur le pass sanitaire, etc. Mais je vous passe la longue litanie. Qu'ont fait les contre-pouvoirs pendant ce temps-là? Il y a eu des décisions régulières du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État, de la CNIL. Je n'y reviens pas sur le plan juridique, mais aucun, en fait, si vous regardez bien, ne s'est prononcé sur la nécessité, se prononcer à chaque fois sur la proportionnalité, sur des aménagements techniques, sur des considérations plus, une fois de plus, techniques et dans la manière dont étaient faites les choses, mais pas sur la nécessité en tant que telle et le principe du recours à ces outils, parce qu'on considérait, enfin, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État ou la CNIL ont considéré qu'il s'agissait d'une décision politique. Or, il me semble que cette décision politique, elle n'en a pas été vraiment une, parce que souvenez-vous de la crise sanitaire, on a eu un recours massif, à «l'expertise», je mets entre guillemets, avec le conseil scientifique bien sûr, dont les avis d'ailleurs étaient rendus publics souvent, bien après, leur décision, et dans les médias, avec un grand recours, sur les chaînes d'information notamment, des experts un peu en tout et en rien, mais qui se prononçaient à longueur de journée et qui nous répétait donc, et c'était l'argument essentiel, que tous ces outils numériques de traçage, ils étaient nécessaires parce qu'ils permettaient, je reprends les termes qui ont été utilisés à l'époque, je me suis replongé rapidement dans les articles de presse de l'époque, ils permettaient d'identifier rapidement les personnes infectées et leurs contacts, de les isoler, de les tester, qu'ils étaient absolument indispensables vu l'ampleur de la pandémie, et qu'en plus, de toute façon, tout était sous contrôle, que les garanties suffisantes étaient accordées, et que donc finalement circuler, il n'y a rien à voir, pas de difficulté particulière et ces objets étaient donc finalement indispensables. Ça, c'est le discours politique qui a entouré la mise en œuvre de ces outils. Si on prend un peu de recul, on disait tout à l'heure, déjà, on peut peut-être se poser la question de l'efficacité de ces outils. Parce que quelque chose d'inefficace ne peut pas être nécessaire, une fois de plus, quelque chose d'efficace peut l'être, mais quelque chose d'inefficace ne peut pas l'être. Alors, est-ce que Stop Covid a été efficace? Très, très, très difficile à dire, évidemment. Rappelez-vous, à l'époque, quand l'application a été lancée, il y a eu quelques débats là-dessus. Et on ressortait toujours une étude de Science, publiée dans Science, qui évoquait le chiffre de 60 en considérant que ces applications n'étaient utiles, n'étaient efficaces que si 60 de population l'adoptaient. En France, on était très, très loin de ce chiffre. Alors le chiffre est très faussé à partir de 2021 parce que l'application est devenue tous anti-Covid et était utile pour le pass sanitaire. Donc en fait, les gens l'ont utilisé et l'ont installé pour le pass sanitaire. Donc il me semble que c'est surtout intéressant de regarder dans les premiers mois de Stop Covid où ça n'était que cette application de traçage. Et là, les chiffres sont terribles, puisque en un mois après le lancement, il y avait eu 1,8 million d'activations, ce qui représente 2,8% de la population. On est loin des 60%. Et la presse était beaucoup moquée parce que en juin 2020, il y avait eu 14 notifications sur le plan national de cas contacts, chiffre relativement faible. Sur les bases de données en elles-mêmes, difficile là aussi d'apporter une précision sur l'efficacité. Bon, elles ont été alimentées très régulièrement par les laboratoires qui ont joué le jeu, à l'exception de grèves qui ont eu lieu à certains moments par les laboratoires. Et donc, elles ont été efficaces en ce sens-là. Mais finalement, juste là, du point de vue technique des bases de données, oui, ça a marché parce qu'on a mis les moyens pour et que techniquement, ça fonctionnait. Quel rôle ça a joué dans l'épidémie, ça, on ne le saura jamais.
Alors finalement, on en vient à la question qui me semble est la question principale du sujet, hein, si on dit nécessité ou choix, est-ce qu'on aurait pu faire autrement? Alors, jamais n'avait été construite, ça je pense que c'est ce qu'il faut garder à l'esprit, hein, jamais n'avait été construite en matière sanitaire de telles bases de données nationales, de fait de la quasi-totalité de la population française. Il existait déjà des maladies à déclaration obligatoire, hein, comme le VIH, mais celle-ci n'oblige le praticien qu'à une remontée anonyme des cas auprès de l'ARS, sans aucun fichier national. Alors on pourrait toujours répondre, hein, que oui, mais, Covid, ampleur particulière, caractère inédit et donc nécessité, de recourir à des outils eux-mêmes inédits. Il me semble qu'en soi, c'est contestable. On aurait pu recourir à des outils non technologiques, mais on va pouvoir en discuter, notamment les mêmes processus que pour les maladies à déclaration obligatoire, qui fonctionnaient très bien. Et sur le pass sanitaire, on aurait pu très bien se passer d'une base nationale, hein, des informaticiens l'ont très bien montré. On aurait pu considérer que chaque laboratoire qui faisait les tests ou qui vous vaccinait, vous donnait un papier qui l'authentifiait lui, pour vérifier que ce n'était pas un faux, mais sans qu'on ait une base nationale des personnes vaccinées ou des personnes testées, juste une base de l'authenticité des tests ou des certificats, sans avoir le contenu du test ou du certificat. Ça, c'était techniquement tout à fait possible. Et donc, on aurait pu recourir à ça et ça a été un choix que de créer ces bases nationales. Alors, il me semble qu'en fait, derrière ce choix de recourir à la technique par principe et à l'outil le plus technique possible, c'est-à-dire au lieu de se contenter d'un certificat, on va créer une base de données, au lieu de se contenter de papier, on va créer une application avec de QR codes. Ce choix de recourir sans cesse à la technique, il me semble qu'il fait écho à deux choses, enfin deux théories philosophiques dont je vous parle très rapidement. La première, c'est la théorisation que fait Jacques Ellul, hein, bordelais évidemment, j'imagine connu de vous, Jacques Ellul qui construit une critique de la technique et qui considère, et je trouve qu'avec le Covid, on a eu une illustration particulière, que la technique, c'est un phénomène social qui vient bien au-delà de l'utilisation des outils et des machines et qui a une influence considérable sur tous les aspects de la vie moderne. Et surtout, pour Jacques Ellul, la technique avait une force autonome qui échappe au contrôle de l'homme et qui conduit à la standardisation et à l'uniformisation de la société dans une dynamique propre, indépendante des besoins humains ou des objectifs sociaux. Et il me semble qu'avec le Covid, on a vraiment eu ça. On a recouru à la technique par principe, avec des outils techniques utilisés par principe, en discutant éventuellement de leurs modalités, mais sans revenir sur le choix même de recourir à la technique, alors que ce choix aurait pu être questionné. Et ça fait aussi écho à, plus récemment, hein, finalement dans l'héritage un peu des Lul, de l'idée de solutionnisme technologique, notamment, théorisée par, Jenny Morozov, en 2013, dans son livre, dans lequel il décrit bien ce phénomène de solutionnisme technologique qui est finalement une véritable idéologie, selon laquelle, les problèmes sociaux, politiques, économiques peuvent être résolus en utilisant la technologie comme solution universelle. Et là, on a eu l'illustration une fois de plus, on a eu un problème inédit mondial, une pandémie, un virus inconnu. La solution est immédiatement venue de la technique. Alors pour le vaccin, bien sûr, et ça on peut l'entendre, mais du côté du traçage des populations, là aussi, avec, ces outils, numériques de traçage une fois de plus. Finalement, il a soufflé un vent de techno-enthousiasme, hein, pardon pour le néologisme, accompagné de ses adeptes à un certain nombre de promesses, hein, de grands changements. Finalement, l'informatique serait, à en entendre certains, la solution à tous les maux de la société, de la mauvaise gestion de post-bac à l'insécurité, de l'abstention citoyenne aux élections à surcharge des services publics, de la détection précoce des cancers à la gestion d'une pandémie mondiale, en passant même par la résolution du réchauffement climatique. La technologie pourrait tout et une fois de plus, cette crise sanitaire a parfaitement illustré cela. Alors en guise de conclusion, du coup maintenant, parce que je vois le temps défiler et je veux m'en tenir aux 20 minutes, que faire par rapport à tout ça? Comment rétablir un véritable débat démocratique sur ces questions? D'abord en rappelant que même dans les temps troublés que sont les crises sanitaires, les choix techniques, plus encore lorsqu'ils risquent d'atteindre considérablement les libertés fondamentales, doivent être considérés pleinement comme des choix et jamais comme une nécessité. Ils doivent s'inscrire dans un débat démocratique, non pas uniquement sur les modalités du recours à la technique, mais sur le principe même de ce recours. Alors oui, hein, d'aucuns répondront que, face à l'ampleur de l'épidémie et à l'urgence d'y répondre, ce recours était indispensable, hein, que ces états d'âme auraient coûté la vie à encore plus de personnes. Mais s'il est très périlleux de refaire l'histoire, mesurons aussi les paliers que nous avons franchis et le risque de l'effet cliquet. Fichier national de dizaines de millions de citoyens avec des informations très confidentielles. Usage d'une application qui utilise le Bluetooth pour indiquer les personnes croisées. Recours à un dispositif du pass sanitaire centralisé, et j'en passe. Tous ces dispositifs ont juridiquement pour la plupart été supprimés par la loi de juillet 2022 de la fin de l'état d'urgence. Toutefois, le risque que je pointe ici n'est pas tant juridique que démocratique.
Prenons garde à ce que tous ces paliers franchis ne puissent pas être exploités à d'autres fins et toujours plus banalisés dans un monde où les crises ne cessent de s'enchaîner. Beaucoup de questionnements, plus que de réponses, hein, dans mon intervention, j'en suis conscient, mais un élément est certain, les dispositifs numériques de traçage sont un choix dont il faut mesurer toutes les conséquences tant techniques que démocratiques et numériques pour le présent et pour le futur. Je vous remercie.